Si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures, financez les mouvements séparatistes, maintenez les différends frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font deux en arrière parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits. Possédez leurs médias, contrôlez leurs histoires, dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font le suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce d'un tissement de voir le jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, ou Zambé pour mes compatriotes congolais. Glorifier Dieu et célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. Chers compatriotes, je voudrais commencer cette publication par rendre un hommage à cette jeune dame qui a été assassinée dans un hôpital à Bafoussam. Ça c'est l'hôpital régional de Bafoussam. Ça c'est l'hôpital régional de Bafoussam. Ici c'est un réseau
d'argent. On ne fait que manger les gens, sauver les gens, leur dépasse. On ne sauve personne. On est là, on demande l'argent. Quand on paie les factures, on ne fait que créer les situations. Je suis comme ça là depuis hier à 18h avec ma petite soeur. Elle est enceinte. Ils n'ont pas pu opérer l'enfant. Voilà l'enfant à la morgue avec la grossesse. Non opéré. Ils sont en train de demander toujours l'argent. Nous sommes à plus de 200 000. Ça n'a aucun comprimé. Comme je vous le dis régulièrement, nos parents, parfois certains de nos compatriotes perdent la vie en allant donner la vie. C'est pour ça que quand vous regardez votre maman, vous regardez votre soeur, vous regardez votre épouse, vous regardez votre fille, quel que soit son âge, donnez-lui un respect qui n'a pas de nom. Il faut la respecter. Cette fille, cette jeune dame qui a perdu la vie en allant donner la vie a été assassinée par nos hôpitaux. Je ne vais pas ici refaire le récit de ce que vous connaissez déjà. À mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, je voudrais adresser mes condoléances à son époux, à ses enfants, pour ceux qui sont restés parce qu'elle est morte avec l'autre dans le ventre, à ses parents, à ses amis et au peuple camerounais dans son ensemble qui vit ce calvaire depuis pratiquement plusieurs décennies maintenant. Parler ici, c'est dénoncer. Parler, c'est sensibiliser. Parler, c'est informer. Parler, c'est bavarder. Et si ce n'est que bavarder pour que ce bruit-là des paroles résonne dans les oreilles de certains de nos dirigeants et qu'ils prennent conscience que ce qu'ils font subir aux autres, c'est une cotisation selon Djangui. Parce que dans la société, nous vivons ce qu'on appelle la loi du boomerang. Whatever goes around, comes around. Ceux qui sont en prison aujourd'hui étaient bien des fonctionnaires hier. Ils travaillaient dans les ministères, ils étaient des ministres. Mais un jour, on a demandé à l'un de revoir les conditions de vie en prison. Il a dit que les prisons n'étaient pas des appartements de luxe ou quelque chose de ce genre. Moins d'un an après, il y était lui-même présent. Il y est même encore jusqu'aujourd'hui. Alors faisons attention aux actes que nous posons au quotidien. Quand ça se passe avec l'autre, comme ça s'est passé avec cette jeune dame qui a été assassinée à l'hôpital à Bafoussam, toi qui regardes à côté, tu es médecin, tu es directeur de l'hôpital, tu es infirmière, tu ne fais rien. Tu es une victime en sursis. C'est ce que je n'ai de cesse de vous le rappeler ici tous les jours. Alors mes condoléances à sa famille. Mes chers compatriotes, vous avez suivi avec une attention particulière l'introduction de cette capsule. En écoutant cette capsule, moi-même, avant de partager cette capsule avec vous, cet extrait-là, cet extrait vidéo qui est à l'introduction, j'ai moi-même eu le temps d'écouter, de réécouter, de multiplier plusieurs fois l'écoute de cet extrait qui récapitule en quelques mots ce que nous vivons au quotidien. Les autres pensent comment nous maintenir dans les conditions de vie dans lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui. Ils ont pensé ça. Comme tu penses ta thèse, le doctorat, comme tu penses ton projet. Ils ont pensé, ils ont parlé, ils ont mis en pratique et ça fonctionne à merveille. Je voudrais ici avoir une pensée, rendre un hommage à Charles Tébéyéné, qui avait déjà décrit cette situation-là. Je veux avoir une pensée profonde pour Valère Bessala, qui décrit ce que vous venez d'écouter là. Les gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui suivaient les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État et le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Attends, vous dites que le président s'est arrangé que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne.
En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors, il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Les médiocres, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il les met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, ou laissons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il peut aller chercher, non? On peut aller chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demandera de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites comme vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a à travailler comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait monsieur Emilien Tana tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire. D'ailleurs, on vous dit souvent que tout l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Hein? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé. A donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus, non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef d'État, dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout le monde 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Mengue, oui, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment? Puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le pays. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tendre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Mengue vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez, vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps ministre de la fonction publique, dans les années 90, il dit, à 89, il dit on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit que ce sont les preuves. Et voilà. Pourtant, le président savait bien qui vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir s'en sortir. À l'image du Cameroun, il décrit ça à merveille. Je veux enfin avoir une pensée pour Jean-Bruno Tagné, dont je vous ai expliqué ici sa formule, sa pensée. En moins de 7 ou 8 phrases, il a décrit le Camerounais, il a décrit notre pays et ce que nous vivons comme ce que vous venez d'écouter là. En moins de 10 phrases, il a résumé ce que nous vivons depuis des siècles et des siècles. C'est ça que vous avez écouté. Donc, vous avez Charles Tebeyeni, vous avez Valère Bessala, vous avez Jean-Bruno Tagné et les autres. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et quand vous regardez la société camerounaise, c'est exactement ça. Nous quittons là la crise post-électorale qui est toujours en cours. Avant qu'elle ne finisse, pendant qu'elle est même encore là, nous allons déjà entamer avec un autre chapitre. Vous aurez rapidement
un Momo qui va sortir, Momo qui fait partie des ministres que je respecte beaucoup, hein, attention. Mais Momo est utilisé dans ce système pour animer la galerie, puisque ça rentre dans le processus que disait cette femme au départ. Parce que le vrai visage de Momo, vous ne l'avez jamais connu pour beaucoup d'entre vous. Je note que les forces de l'ordre chez moi, au Cameroun, ont pour mission essentielle de terroriser le peuple et non de mettre l'ordre. Il s'agit de comprimer un peuple, de faire en sorte que ce peuple ait toujours peur. Un peuple qui a peur ne revendique pas, ne se révolte pas. Et donc, on peut donc s'installer au pouvoir pendant 25 ans, pendant 30 ans. On peut organiser des élections frauduleuses et le peuple ne dira rien. Donc, il y a de tout cela, il faut comprendre cela. Je suis Madame Eta. Le 24 janvier 2001, on est venu enlever mon mari. Il y avait un bébé de 4 mois en main. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de suite. Il m'a laissé 3 enfants. Le premier avait 6 ans, le dernier avait 3 ans, le dernier avait 4 mois. Après 4 ans de la mort de mon mari, j'ai aussi perdu ma belle-mère. Des suites de l'attention. Aujourd'hui, j'ai vu que des beignets. J'ai fait des beignets matin et soir pour essayer d'élever mes enfants. On peut continuer. C'était aux environs de 5 h du matin, j'étais couchée ici au lit avec mon mari. Ils ont forcé la porte. Ils me disaient que c'était les bandits. Dès qu'ils sont arrivés devant la porte, ils ont appelé mon mari que, oh monsieur, comme lui il était en plein sommeil, moi j'étais avec le bébé était en train d'allaiter le bébé. Bon, ils m'ont demandé que, madame, tu fais quoi là-bas, assise écoutant le mari dort? Je dis que non, l'enfant, je suis en train de donner le sein à l'enfant parce que j'avais un bébé de 4 mois. Ils ont alors réveillé mon mari. J'avais les appareils musicaux. Ils ont porté les appareils, ils m'ont demandé les factures. Mon mari les a fait comprendre qu'il y a les factures dans les coffres du lit. On voulait alors les présenter les factures. Ils m'ont dit que non, ça ne gêne pas. Même ma penderie ici, le jour-là, ils ont ouvert la penderie. Ma machine à coudre qui était dedans, que je me débrouillais parfois avec. Ils ont porté la machine à coudre. Mais dans tout ce qu'ils ont porté ici, il y avait tous les factures de ça. Arrivé là-bas dehors, on a aussi pris mon beau et leur neveu. Donc ça fait en tout 3 personnes qu'on avait pris ici. Moi je vois que si j'étais un homme, je partais, ou bien si je n'étais pas mère d'enfant, moi-même je partais. Parce qu'à la fin, ils sont même partis dans la chambre des enfants. Il y avait peut-être 4 enfants au lit. Ils ont soulevé le drap pour guetter s'il y a aussi un garçon là-bas. Malheureusement, il n'y avait que les filles dans la maison. Il n'y avait que les filles dans la chambre des enfants. Parce que s'il y avait un garçon là-bas, lui-même partait. Et c'est l'enfant aussi qui m'a aussi plutôt sauvé. Le capitaine, quand nous sommes arrivés, sans nous entendre, sans savoir, je ne savais même pas de qui était entassé, directement, chaque personne était en train, on a pris tout le monde pour commencer à les tabasser seulement. Alors on a commencé à nous tabasser avec le machette, le gourdin, le fer, ainsi de suite. Et
pour que je sache que l'endroit où j'étais n'était pas un endroit très bien. J'ai vu comment, sur place, le capteur Nanambasaka, puisqu'on tapait des gens en désordre, a ordonné à certains qui étaient là qu'on tire sur eux. Alors on a commencé à tirer, casser les pieds, tirer partout. J'ai compris que j'étais déjà un peu loin. Voilà, et bien après qu'on nous ait tabassé à plus de 2 ou 3 heures de temps, tabassé presque à mort, on nous a donc replié après et allé nous jeter dans la cellule même du commandement opérationnel qu'on appelait Kosovo. Et on appelait là le camp de la mort. C'était un nom que nous avions eu bien après. On chante tous les matins. Entre 2000 et 2001, ses amis et lui découvraient régulièrement sur ce chemin les corps des personnes tuées dans la nuit par le commandement opérationnel et les enterraient. Un matin, c'est Cyril, son propre fils, que Richard va voir être exécuté sous ses yeux. Mon fils Cyril a été arrêté le 13 février 2001, un lundi, dans la nuit. Cyril a été dénoncé. Bon, la dénonciation est venue d'un indique. Bon, la seule chose qui était dangereuse dans ce temps, c'est de parler d'armes. Il suffisait pour te noyer, on te dit que toi tu as les armes, tu en as ou tu n'en as pas. Et c'est à base de ça qu'il y a eu l'arnaque. On m'a demandé particulièrement 100 000 francs. Il a mis quelques 3 jours, le 4e jour, c'est là qu'il a été exécuté. Et au moment où moi, pas qu'on m'a demandé, comme si c'était le parquet, le commandant de brigade de l'époque, M. Atana. C'est lui qui m'a dit que bon, si tu veux qu'on libère ton fils, tu amènes 100 000. Il a mis 4 jours ici, une journée c'est 25 000. Bon, nous on l'a nourri parce qu'en ce temps-là on ne voulait même pas voir un parent. Tu ne donnes ni un morceau de pain, ni quoi que ce soit. Parce qu'on disait que soit on donnait des gris-gris pour l'évasion, pour ces consommations. C'est le 4e jour qu'il a été exécuté. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de traces, puisqu'il y avait déjà de l'arnaque. Ceux qui avaient des dossiers en règle, c'est-à-dire on trouvait effectivement des armes, tous ces consorts, on essayait d'établir des procès-verbaux. Cyril n'a pas été même entendu, n'a jamais été entendu sur un procès-verbal quelconque. C'était une enquête de bouche à oreille comme je vous parle. Donne les armes, tu en as pas, tu donnes 100 000 francs, c'était comme ça. Les gens qui étaient arrêtés, quelques-uns ont été libérés parce qu'ils ont payé leur liberté. Mais ceux-là qui disaient que je n'ai rien fait, je ne vois pas pourquoi je compte sur la justice. Je compte que mon pays est un pays de droit. Eh bien, la plupart ont été tués, massacrés. Nous déplorons au bas mot 1 millier de personnes qui sont portées disparues. On a commencé dans un premier temps à trouver des corps éparpillés dans la ville, à Yopoué, près sur les bords de Vaury, là, les bords du Vaury. On a trouvé des corps qui étaient abandonnés dans la rue, même ici dans la rue, en ville. Ils abandonnaient, ils tuaient, ils abandonnaient. On a trouvé des corps éparpillés en brousse. Ils amenaient des jeunes gens, 20 ans, 30 ans, et ils allaient les tuer en brousse et abandonner les corps là-bas, qui pourrissaient sous le soleil. Et donc, la population a commencé à s'émouvoir, à s'inquiéter. Les journaux ont commencé à titrer peur sur la ville, etc. Et ben, on a commencé à revendiquer, faut-il tuer les bandits? La presse titrait à la une, faut-il tuer les bandits? Même si ce sont des bandits, faut-il les tuer? Donc, on a commencé à revendiquer. Mais nos protestations, et moi j'avais écrit une lettre ouverte à un colonel de la gendarmerie pour dire que nous savons que vous attrapez les gens et que vous allez tuer en brousse. En son temps, il fallait être courageux pour le faire parce qu'en réalité, peur sur la ville, c'était l'expression de la réalité. Nous nous planquions dans nos maisons. Nous nous cachions, nous nous dissimulions dès la nuit tombée. Mais ils arrêtaient les gens de nuit, mais de jour aussi. Pendant des journées, vous trouviez des gens qui criaient dans des camions, qui demandaient au secours dans les camions, devant une population médusée. Ici, avec ma femme, j'avais le pouce, ma femme marchait de ce côté-ci. Juste devant moi, je vois un tas de gars couchés. Je me demande qu'est-ce qu'il y a. Dès que Cyril le petit avait entendu ma voix, il s'est redressé sur ses coudes. Il me dit, papa, me voici, je suis mort. J'ai accouru. Il me dit, non, ne me touche pas. Même si tu me touches, je suis trop bousillé. Il y avait un autre gars qui était couché de travers sur ses cuisses. C'était juste à cet endroit.
là, il était couché là, ici, là. L'autre gars était couché de travers, lui, son dos était là. Il me dit, papa, me voici, on m'a tué. Toi, l'autre jour, on te parlait les histoires d'argent, tous ces consorts. Regarde dans quel état on m'a mis. Au moment où je voulais le retirer, on a entendu le vrombissement de l'hélicoptère. C'est venu, c'est passé par ici. C'est d'abord parti là-bas. C'est là que l'indique, M. Ndiako est venu, il est descendu de la moto, là au tournant. Il a regardé, il dit, ah bon, donc vous n'êtes pas encore fini, vous êtes tous vivants alors, ou bien c'est toi seul qui es vivant. Il est rentré, il a dégainé alors son portable là. Je ne sais pas ce qu'il causait, vu que moi je m'occupais de l'enfant ici. L'hélicoptère est reparti. Ça a fait quelques 3 minutes et l'hélicoptère a atterri là-bas au foyer. Là, j'ai vu là 2 gendarmes en tenue et le commandant de brigade, M. Atana de 14. Atana est venu me trouver là, je le portais comme ça, il m'a chassé. Il m'a dit, toi, fous le camp, qu'est-ce que tu as à faire là? Quand on te parlait de l'histoire d'arranger la situation de ton fils à la brigade, tu n'as pas pu. C'est ici que tu vas arranger sa situation. Tout est fini. Le commandant, il m'a suivi là, il a enlevé son pistolet, il m'a dit que mais, tu es en train de t'amuser quand je te dis de partir. Je suis parti m'arrêter là. Il a pris le pistolet. C'est quelque part ici que sa tête était penchée. Il a fait coucher sa tête. Il a dit au commandant que ne porte pas ton malheur, laisse celui qui a fait son travail l'achever. Ou bien donne l'arme à l'indicateur qui t'a amené pour m'achever. Toi, tu vas porter mon sang, pourquoi? On lui a mis le pistolet ici, à l'oreille. Bah, j'ai entendu. La première fois, ça n'a pas claqué. La deuxième fois, c'est après qu'il a dit au commandant que ne porte pas mon sang. Le commandant lui a dit ta gueule. Il a, je ne sais pas comment, il a fait la crac, où il a engagé la balle, il a achevé. Il était mort. Je suis resté là. Ils sont repartis comme ils sont partis. Et arrivé là où il y a la mort de terre, là, le commandant nous a dit que si quelqu'un essaye de toucher à ces corps-là, je vais l'aligner là où ils sont. Voilà, c'est tout. C'est par ici. Quand je suis parti à la gendarmerie de Mbopi, on m'a dit d'aller les chercher, que ce n'a pas, elle est là-bas. Mais bien sûr, je suis arrivé là-bas, je l'avais vu. Je l'avais vu. Mais il me disait, peur, ne vous inquiétez pas, on va me laisser. Qu'est-ce que j'ai fait? Même moi, je ne m'inquiétais pas. Même moi, je ne m'inquiétais pas. L'enfant a fait quoi? Quand j'arrive là-bas, je demande, on me le présente. Et bien, je cause avec lui. Il me dit, papa, tranquillisez-vous, on va me laisser. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Momo est un acteur actif de la société qui se bat aux côtés des autres. Momo que vous voyez là, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais nous avons mené les mêmes combats. Lui avocat, moi dans l'armée, lui menacé de mort, moi à l'extérieur en train de dénoncer, lui menacé de mort chez lui à la maison. Avant de devenir Momo que vous connaissez là, c'était Momo qui marchait, il avait le couteau à la gorge. Ses enfants étaient menacés nuit et jour. Donc parmi les ministres, pour répondre à Lambert qui m'a posé la question en passant, il m'a posé la question, si tu avais 5 ministres à choisir, que tu penses qu'ils peuvent être utiles aux prochaines générations au Cameroun, quels sont lesquels? Quels sont ces ministres-là? Je ne vais pas choisir les 5 tout de suite, je les ai, mais je vais t'en donner un seul. Jean de Dieu Momo. Il est un parfait citoyen camerounais. Je peux me tromper, c'est mon avis. Jean de Dieu Momo que vous voyez là, aujourd'hui, son travail n'était pas différent du travail de Charles Tépe Yéné
que nous honorons tous les jours. Mais c'est que Jean de Dieu Momo a compris que pour vivre, il faut mener le combat qu'il mène. Et mourir aussi, il faut mourir dans le combat qu'il mène. Mais pour survivre et faire vivre ses enfants, il faut adhérer avec les gens qui sont en place. Adhérer à la politique de ce que vous avez écouté à l'introduction, qui est incarnée par ceux qui sont au Cameroun et en Afrique en général. On le retrouve un peu partout. Mais au Cameroun en particulier, il faut donc adhérer par la destruction. On te fait croire que tu n'es rien. On te fait exploiter. On t'abuse, on t'humilie, on te pousse à l'exil. Tout ce qui a été dit là, c'est ce que nous vivons chez nous au Cameroun. Toute personne qui tente de dire la vérité, on te détruit, on te neutralise, on t'élimine. C'est ce que vous venez d'écouter. Alors, j'ai donc profité là de cette introduction pour rendre hommage à ces quelques fils de la nation que j'ai cités, parce que j'ai vu ce qu'ils font et j'ai vu ce qu'ils ont fait et qu'ils continuent d'ailleurs de faire. Vous allez les aimer, vous allez les détester, mais ils ont décrit ce que nous vivons aujourd'hui. D'autres ont écrit des livres. Vous avez des écrivains qui décrivent notre situation dans laquelle nous vivons, mais personne n'apprend rien. Au contraire, c'est devenu, ça va de mal en pire. J'ai retrouvé une vidéo de Njoya, un Camerounais, je pense qu'il s'appelle le docteur Njoya. Un débat, il a tellement été lucide dans ce qu'il a dit, qu'il a oublié 2 points que je voudrais, dans la prochaine publication, partager avec vous. Je pense que la fille qui présente cette émission s'appelle Marie-Flore. C'est l'une des émissions que j'ai tellement appréciées. Et l'intervention de Njoya là-dedans est exceptionnelle. C'est magistral. Je vais échanger avec vous dans la prochaine publication. Donc vous avez des enfants comme ça de la République qui pensent au Cameroun, malheureusement, qui ne sont pas suivis. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors dans cette publication, c'est la même chose. J'ai retrouvé une capsule que j'avais gardée depuis 20 ans. Alors dans le nettoyage de nos logiciels, j'ai retrouvé cet extrait vidéo qui avait été produit par France 2. Je ne sais pas si j'aurai la permission de partager avec vous, mais je vais prendre le risque de partager avec vous. C'était un envoyé spécial qui était au Cameroun. C'est exceptionnel. Donc quand vous écoutez ce qui se passe au Cameroun, vous avez l'impression que c'est un film d'horreur qui se passait dans un autre pays. On reproduit ça, on retransmet au Cameroun seulement en vidéo, alors que c'est la réalité. Dans ce que vous allez suivre, c'est un Camerounais qui a reçu 800 000 $. 800 000 $. Presque 1 million de dollars pour transmettre le virus du sida aux Camerounaises et aux Camerounais, sous couvert de beaucoup d'articulations. Et tous les mois, il fallait donner 4 $ par mois aux filles qui avaient été sélectionnées pour cette expérience, pour cette étude-là. 4 $ par mois. Il fallait recruter 400 filles, en majorité des filles de joie, des filles des quartiers pauvres, pour pouvoir mener cette étude-là, cette expérience qui avait été faite ici par des Américains. Et on parle là de Bill Gates et de Melinda Gates. Ça glace le sang. Quand vous regardez ça aujourd'hui, vous observez ce que est devenu le Cameroun. Nous allons accuser Biabé Vono, qui a une responsabilité, mais alors, à un niveau, puisqu'il est président, qui est comptable, mais alors, à un niveau, parce qu'il est président. Il est responsable, il est comptable, avec tout son gouvernement. Mais est-ce que le gouvernement, ce n'est que des ministres? C'est aussi chacun d'entre nous. La personne qui a pris cet argent-là que vous allez découvrir n'est pas ministre, n'est pas gouverneur, il n'est pas maire. Mais il a empoisonné les Camerounais, les Camerounaises avec le sida. Lui-même il roule la Mercedes. Mais dans cette histoire qui s'est passée il y a peut-être 20 ans,
Quoi plus? Vous avez un monsieur là-dedans qui s'oppose à ces comportements. Monsieur Caliste, c'est pas Caliste Talco. Vous avez aussi une jeune fille qui dénonce. Je dis, il y a de cela une vingtaine d'années. Des gens sont arrivés au Cameroun. Ça s'est passé dans plusieurs pays, hein. Mais d'autres pays ont arrêté cette expérience-là chez eux. Mais dans notre pays, les membres du gouvernement ont pris l'argent et ont exécuté ce programme pour injecter la maladie sur les Camerounaises et les Camerounais. C'est terrible. Ça fait froid dans le dos quand vous écoutez ça. Je veux remercier mes équipes parce que en nettoyant, en faisant le transfert des données dans nos, vous appelez ça, dans nos, le nom m'échappe, les disques durs, thank you. Dans nos disques durs, des données, dans les nouveaux disques durs que nous sommes procurés, en regardant donc, pendant qu'ils étaient en train de faire le transfert, je m'amusais à travers l'ordinateur à regarder, à cliquer comme ça. Je clique par hasard, dans le week-end, je tombe sur cette vidéo-là. Il faut que je partage avec vous. Âme sensible, s'abstenir. Écoutez et regardez. Cet homme est un professionnel du sida, un partenaire privilégié des labos pharmaceutiques au Cameroun. Il y a un an, Alexis Boubda a reçu une grosse commande pour le compte d'un laboratoire américain. 800 000 $ pour recruter 400 femmes, des volontaires, pour tester un médicament qui pourrait protéger contre le virus du sida. Pas n'importe quelle femme. Des filles faciles, des prostituées qui n'ont pas le sida, mais qui prennent des risques. Ciblons les femmes qui sont en haut risque, c'est-à-dire les femmes qui ont plusieurs partenaires, au moins 3 partenaires par jour. Une femme mariée, bon, si elle est fidèle avec son mari et que son mari lui est fidèle, ça sera difficile qu'il y ait une infection. Mais par contre, les personnes qui déjà par définition ont déjà des partenaires multiples sont déjà exposées d'office, parce que rien que le seul fait d'avoir des partenaires multiples expose déjà la maladie. C'est pour cela qu'on cible cette population. Il y a un mois, ces 400 cibles ont toutes été recrutées. Et c'est ici que les tests viennent de commencer. Donc tout ce bâtiment, tout ça c'est le centre, quoi. Ce centre, flambant neuf, surplombe un des bidonvilles de Douala, la capitale économique du Cameroun. Ce quartier n'a pas été choisi par hasard. C'est ici que vit une partie des 7000 prostituées de la ville. Des femmes très pauvres qui font commerce de leur corps sans capote, si on y met le prix. La prostitution en tant que telle, elle n'est pas légale au Cameroun. Donc sur le plan légal, on ne peut même pas parler de prostituées. C'est pour ça qu'on parle de filles à partenaires multiples. Et pour nous, pour cette étude, nos participants doivent remplir ces critères, parce que si elles ne remplissent pas les critères, on ne pourra pas à la fin de l'étude on ne pourra pas avoir des données fiables. Des critères, des données fiables, Alexis Boubda applique à la lettre le protocole de l'association américaine Family Health International qui supervise le test et qui l'a recruté. Une association réputée avec des parrains prestigieux. L'essai est sponsorisé par la fondation Bill et Melinda Gates. Il y a 2 ans, le pape de l'informatique a débloqué 6,5 millions $ pour financer l'étude. Car le même test doit se dérouler dans 8 pays du tiers-monde. Plus de 2000 prostituées sont concernées. Dans le centre d'accueil de Douala, on s'affaire. Les premières recrues ont commencé à prendre leurs médicaments depuis le mois de septembre. Une fois par mois, le docteur Mello les convoque pour un bilan de santé, mais surtout pour vérifier si elles sont toujours séronégatives. Voici le box où on leur donne les comprimés. Et juste à côté, celui des mauvaises nouvelles. Le conseil, c'est pour les patients qui ont été dépistés positifs, c'est ici qu'on leur annonce le résultat en toute confidentialité. À ce moment, la personne sort et puis on lui annonce son résultat. C'est ici qu'on annonce les résultats des tests. La contamination est possible, et c'est même là-dessus
que repose l'essai. Les 400 qui sont enrôlés sont toutes négatives. Elles doivent prendre la pilule et après, à la fin, on voit, après 12 mois de pilule, on voit combien sont devenus positifs. Dans chaque groupe, parce qu'il y a 2 groupes. Voilà, dans chaque groupe. Donc, dans le groupe qui prend la pilule, on va voir combien sont devenus positifs et combien sont devenus positifs dans un autre groupe qui prend la pilule, mais qui prend le placebo, qui prend sans molécules, sans principe actif. Sans principe actif. Et si la différence est importante, à ce moment-là, on pourrait penser que la pilule peut avoir un effet pour prévenir la contamination par le VIH. On appelle ça un essai randomisé. Cela ressemble à une roulette russe. Quelle que soit l'efficacité du médicament testé, la moitié des volontaires n'est pas du tout protégée. 200 prostituées absorbent une pilule factice, un placebo, sans savoir s'il s'agit du faux ou du vrai comprimé. Bien sûr, on les incite à utiliser des préservatifs, du moins officiellement, car l'étude ne peut fonctionner que si les filles s'exposent. Malgré le fait que nous sommes en train de tester un produit, le côté sensibilisation, le côté information, on met beaucoup d'accent sur ça et on met à leur disposition autant de condoms qu'elles veulent. Mais si elles mettent des condoms, elles réduisent l'efficacité du test en quelque sorte. Comme je vous ai dit précédemment, nous avons affaire aux êtres humains. Donc ce n'est pas le fait de pouvoir donner le condom qui va empêcher à la fin de l'étude de pouvoir vérifier l'efficacité du produit ou pas. Ce produit, le voici. Son nom est Viread, un antirétroviral utilisé depuis 3 ans pour traiter les malades du sida. Ses ventes ont déjà dépassé le $1 milliard. Aujourd'hui, le laboratoire Gilead qui le fabrique a décidé de le tester en pilule préventive du sida dans l'espoir d'en faire un nouveau succès planétaire. Pourquoi des femmes camerounaises acceptent-elles de jouer le jeu d'un essai qui mise sur leur contamination? Nous avons rencontré la responsable de leur recrutement. Pendant des mois, Falimatou a sillonné les bidonvilles pour enrôler les filles. Nous lui avons demandé quels étaient ses arguments pour les convaincre. Il y a déjà l'intérêt de la protection personnelle, l'intérêt de la santé publique en général, et puis l'intérêt qu'elles peuvent aider à ce que les femmes aient une méthode qui puisse les protéger, quoi. Elles peuvent aider les autres femmes. Mais à ce jour, on ne sait pas si ça marche. Hein, non, on ne peut pas encore le dire, c'est trop tôt. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas leur dire que si elles prennent ça, elles sont protégées pour l'instant. Non, non, ce serait leur donner une information erronée. Pour les organisateurs, les filles seraient donc conscientes du danger. Nous avons voulu vérifier. Anne a refusé de faire partie du test. Cette jeune fille est une occasionnelle. Elle a un métier, coiffeuse, et surtout un médecin qui l'a mise en garde. Mais ce n'est pas le cas de toutes ses copines, des prostituées régulières pour la plupart, qui n'ont manifestement pas tout compris. Elle nous parle d'une amie qui fait partie de l'essai. Elle se dit que déjà elle est vaccinée, ça y est, ça va, elle ne pourra plus jamais attraper le sida avec ce médicament. Je ne sais pas si elle se protège, je ne sais pas, mais quand on le prend déjà, ce médicament, pour des gens qui ne sont pas éveillés, pour des gens qui ne sont pas cultivés, à mon avis, ils sont assurés qu'avec ce médicament, ils ne pourront plus jamais attraper le sida. Cette jeune fille que tu connais bien, tu as essayé de lui expliquer qu'elle n'était pas protégée ou qu'elle peut-être... Oui, j'ai essayé de lui expliquer qu'il n'y avait pas encore de vaccin contre le sida et qu'il n'y a pas de médicament qui protège contre le sida. Il n'y a pas encore de médicaments. S'il y avait le médicament, on devait en parler partout. Les radios devaient en parler, les télévisions et tout. Et qu'est-ce qu'elle répond à ça? À mon avis, elle est naïve, elle est inconsciente, elle n'a pas écouté. Hein. Pour Anne, laisser un effet pervers, certaines filles se sentent protégées.
Une conséquence dramatique dans un pays où les chiffres sont éloquents. Une fois sur deux, les prostituées camerounaises n'utilisent déjà pas de préservatif. Kalice Talom a décidé de dénoncer ces tests. Son association est la seule à Douala à s'inquiéter des droits des volontaires dans ce genre d'essai. Pour Kalice, il s'agit d'une expérimentation cynique qui appâte des prostituées vulnérables avec la promesse d'un simple suivi médical gratuit. Nous avons ce sentiment qu'il y a des chercheurs qui viennent faire un peu de l'aventure au Cameroun parce qu'ils pensent que c'est un terrain où on peut s'amuser à faire n'importe quoi sur n'importe qui. On se sert des pauvres citoyens en leur faisant miroiter qu'il y a des examens gratuits qu'on peut leur faire et comme ça elles sautent sur l'occasion et elles se livrent à cette pratique-là. Grâce à Kalice, nous allons rencontrer une jeune femme qui participe à l'essai dans un coin isolé de la ville. Comme les autres volontaires, cette fille de 21 ans perçoit 4 € par mois, l'équivalent de 2 passes à Douala, en dédommagement du temps perdu pour la visite mensuelle. Une vraie misère, mais elle a tout de même accepté pour accéder à des soins qu'elle ne peut pas se payer. Ils avaient des choses intéressantes à nous proposer. Comme quoi? Comme ce bilan de santé qui permettait aux filles de passer tous les mois et gratuitement. Un vrai bilan de santé, ça peut aller dans les 25 30 000 francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Enfin, c'est beaucoup. On fait le test de grossesse, le test du sida et le test pour dépister aussi le MST. Et les maladies liées au foie ou au rein, quelque chose comme ça. Voilà un bilan de santé qu'on te propose gratuitement. Bon, je ne vois pas pourquoi on hésiterait. Cette jeune femme témoigne à visage caché car les organisateurs ont menacé de l'exclure du projet si elle nous parlait. Pourquoi ont-ils refusé de nous laisser rencontrer leurs recrues? Peut-être pour nous cacher une information capitale qu'elles auraient pu nous donner. Nous avons réussi à nous procurer le formulaire de consentement que les participantes ont signé avant d'entrer dans l'essai. Voici ce que nous avons découvert. Dans ce document, les organisateurs mettent gentiment en garde leurs recrues. En cas d'infection par le virus du sida, vous pourrez éprouver de l'angoisse et du stress. Mais la ligne suivante est sans appel. Nous ne procurons pas de traitement pour le sida. Une décision surprenante pour un labo qui fabrique un médicament pour les malades du sida. Si une fille devient séropositive, que se passe-t-il? Ben, si elle le devient, le projet nous fait part de ce point-là dès le départ, que si jamais une fille devient séropositive, elle pourrait être orientée vers des centres, mais ne sera pas prise en charge. S'ils ont entrepris de faire des recherches sur le virus du sida, ils peuvent au moins aider ces filles-là, je sais pas, se faire soigner. Dans le protocole, les organisateurs se contentent en effet de préciser « Nous pourrons vous aiguiller vers des cliniques où vous devrez payer. » Au Cameroun, une prise en charge globale du sida peut coûter l'équivalent d'un SMIC local. Une vraie fortune pour des jeunes filles qui se prostituent par nécessité. Nous avons décidé de demander des explications aux médecins qui supervisent l'essai à Douala. Ce docteur dirige un centre de santé publique dans la ville. Ici, tous les jours, son personnel organise des causeries, des actions de sensibilisation sur le sida. Sortir, hein? Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter les infections sexuellement transmissibles? Ils doivent attendre. Après 2 heures d'attente, le docteur Edinguet nous a reçus. Bizarrement, l'homme qui pilote l'essai ne se souvient plus très bien du contenu du protocole. Si les filles deviennent séropositives, que se passe-t-il ensuite pour elles? Qu'elles deviennent séropositives, ou même celles que nous dépistons séropositives, elles sont prises en charge. Vous les prenez en charge ici? Nous les prenons en charge, et non seulement ici, même avec nous travaillons avec d'autres associations
qui œuvrent dans ce sens-là. Bon, il y en a, je ne vais pas les citer. Donc c'est pas ce que vous faites là, c'est pas ce qui est écrit dans le protocole. À ma connaissance, peut-être je n'ai pas le protocole assez clair dans ma tête. Nous avons un projet de suivi des malades séropositifs avec Médecins sans frontières suisses. Nous sommes allés voir Médecins sans frontières. Le docteur Edinguet n'a pas dit la vérité. L'organisation humanitaire n'est pas partenaire de l'essai, bien au contraire. En fait, sa responsable a décidé de se porter au secours des volontaires quand elle a découvert que les filles infectées n'étaient pas soignées. Vous n'avez pas de partenariat particulier avec cet essai? Non, ça n'a rien à voir. Hein. Par rapport à l'essai, ce qui s'est passé, nous on a su en juillet qu'il allait y avoir un essai au niveau de l'arrondissement, du quartier où nous on travaille. Hein. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a essayé de prendre un petit peu d'informations au niveau du protocole, au niveau de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont voulu introduire. Et pour ce protocole, on a vu qu'il y avait quand même certains éléments qui étaient un petit peu légers, on va dire, sur la prise en charge de la maladie. Hein. C'est pour cela qu'il était inimaginable de laisser ces participantes sans prise en charge thérapeutique compte tenu du nombre susceptible de devenir séropositif, j'imagine. C'est pourquoi, oui, hein, c'est pourquoi il a fallu, de notre côté, on ne pouvait pas laisser des laissés pour compte. Tous les patients sont les mêmes et ce genre de personnes doit absolument avoir aussi la possibilité d'accéder à des soins de qualité et complets. Au Cameroun, les volontaires séropositifs ne sont plus délaissés. Mais dans les autres pays, l'essai applique la même méthode. Pas de prise en charge en cas de contamination. Au Cambodge, sa mise en place a provoqué un tollé. Nous voici à Paris, à l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Le professeur Delfrécy est responsable des essais thérapeutiques à l'Agence nationale de recherche sur le sida. Il y a plusieurs mois, les autorités cambodgiennes ont consulté ce spécialiste sur l'éthique de l'essai Virède. Il l'a désapprouvé. J'avais émis donc un certain nombre de réserves, non pas sur le fond même de cet essai qui peut être intéressant, mais sur les conditions dans lesquelles il était mis en place. Et donc l'absence de prise en charge? Eh bien, je trouve que c'était une lacune et que très clairement, c'est ce que demande le milieu associatif, en tout cas dans les pays où ça continue, qui est une réflexion sur la prise en charge de ces femmes. Et c'est une nécessité. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre, par exemple, de tout essai, dans le cadre de l'Agence nationale de recherche sur le sida, ne s'intéresse pas seulement à la partie ponctuelle de l'essai, qui peut durer 6 mois ou 1 an ou 18 mois, mais nous avons une charte éthique de mise en place d'un essai thérapeutique dans les pays du Sud qui s'accompagne sur une prise en charge globale à la fois du patient, voire même dans certains cas de la famille du patient, sur le moyen et le long terme. Au Cambodge, l'essai a finalement été arrêté. Pourquoi a-t-il été autorisé au Cameroun? Cet homme est chargé de contrôler les essais cliniques au ministère de la Santé. Mais son service a été créé après le lancement de l'essai, c'est-à-dire trop tard pour l'autoriser ou même l'interdire. Si ce protocole avait été soumis à votre administration, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas au moment où il a été mis en place, qu'auriez-vous exigé? Nous aurions exigé d'abord qu'une attention plus importante soit accordée aux dispositifs de soins par rapport aux volontaires. Et parmi ces soins, il y a les soins après le conseil dépistage qui a été fait et éventuellement le suivi et la prise en charge psychosociale au cas où les malades deviendraient séropositifs dans l'étude. Il paraît assez surprenant que ce laboratoire qui dispense de l'ARV Virède pour son protocole s'en dispense si jamais les filles deviennent séropositives. Alors, j'ai envie de vous dire cette question. Le jour où j'aurai la chance d'avoir un responsable de Virède en face de moi, je la lui poserai. Qu'est-ce que vous lui demanderez? Je lui demanderai de m'expliquer pourquoi ce genre de comportement. Et je lui demanderai qu'avez-vous fait de manière spécifique pour les pays africains? Cette question, je la poserai. Bien. Alors vous avez écouté avec attention
le récit. Comment on tue nos compatriotes. Est-ce que vous pensez un temps soit peu que ces gens-là, ces laboratoires-là, ces gens qui faisaient cette expérience-là sur les Camerounais et les Camerounais sont arrivés là comme ça par force? Non, ils ne sont pas arrivés là par force. Ça a été organisé avec les membres du gouvernement camerounais. Ça a été très bien organisé. Bon, voilà, faites ça là-bas, donnez-nous de l'argent, faites ce que vous avez à faire, chacun prend sa part, tuez les Camerounais et les Camerounais. Oui, monsieur, ça se passe au Cameroun, ça se passe pas ailleurs. Vous avez vu une jeune femme qui court au quartier, elle-même elle est convaincue que vraiment ça ne protège à rien du tout, mais bon, elle s'appelle Falimatou, elle est là. Ce sont des Camerounaises et des Camerounais. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les comportements comme ça continuent jusqu'à ce jour. On va créer des sociétés partout. On amène les Camerounais. On dit voilà, ces sociétés-là, il faut donner de l'argent pour que cet argent-là va être fructifié avec le concours des membres du gouvernement. J'ai souvenir au Cameroun que les enfants ont réuni comme ça leur argent. Ils ont cotisé. Tu cotises, tu investis. Un jour comme ça, le gouvernement vient prendre toutes les mallettes d'argent. Alors que c'est le gouvernement qui a donné les autorisations. On veut que non, c'est une organisation très dangereuse. À l'époque, le ministre de la Communication de l'époque, vous le connaissez. Le ministre de la Communication de l'époque. Les enfants sont allés en prison. On a pris leur argent avec le gouverneur du centre, ensemble. Et le ministre était régulièrement à la CIATV, communiqué sur le projet. Ah non. Ça, s'il y a quelque chose que les Occidentaux ont réussi en Afrique, et que les Camerounais et les Africains en général, les Camerounais en particulier, ont réussi à intégrer, c'est la détestation du noir, la détestation de l'autre. On nous a appris à nous détester au point où tu tues ta mère, comme cette pauvre conne qui a tué sa maman quelque part là-bas à l'ouest encore. C'est grave dehors. La maman que vous voyez, elle a été déjà rip, qu'il n'aime pas sa propre fille. Donc sa propre fille qu'elle a mis au monde, elle a élevé sa fille a grandi tout. Sa fille vient, la rip. Ça se passe comme ça au Cameroun, à Baganté. La maman que vous voyez, elle s'appelait maman Joachim Béatrice. Elle avait plusieurs enfants. Maintenant, elle vit avec une qui s'appelle Odette, dont son petit nom, le petit nom de sa fille c'est Bijou. Elle a 29 ans, elle a un enfant. Elle vit avec sa mère à Baganté à la maison, elle n'est pas mariée. Vraiment, à un certain âge, quand vous n'êtes pas marié, vous devenez les rivales de vos propres mamans. Tous les jours, elle a les discussions avec sa maman, Maintenant, l'autre jour, elle a eu une discussion avec sa maman. Elle est quittée maintenant, elle est partie maintenant. Elle a attendu quand sa mère est partie dormir. Sa mère dormait, elle est partie, elle a pris la machette. La machette. Donc, pendant que sa mère dormait, elle est venue, comme vous voyez là, je ne peux pas prononcer le nom, jusqu'à un morceau. Allez maintenant, prendre maintenant ça, allez cacher quelque part maintenant. Prendre maintenant comme sur le lit, il y avait le liquide rouge qui était versé sur le lit, tout. Elle a sorti maintenant le drap et le matelas pour aller dehors laver. C'était dans la nuit, il était presque 2 heures. Les voisins maintenant qui étaient en train de rentrer, ont vu comme elle était en train de laver le matelas. Ils ont demandé que mais qu'est-ce que tu laves dans la nuit comme ça là? Elle a dit que non, c'est l'enfant qui a fait caca et elle est en train de vous laver parce qu'elle ne voulait pas attendre le matin. Les voisins ont trouvé ça bizarre que mais l'enfant a fait caca à 2 heures, elle sort pour laver tout. Bon, les voisins, ils sont partis, ils n'ont rien dit. C'est après quelques jours maintenant que la famille de la maman n'avait plus les nouvelles de la maman. Ils sont venus maintenant à la maison, on a cassé la porte, on a trouvé maintenant les morceaux à l'intérieur. C'est là où maintenant la famille a pris panique, commencé à crier. Les voisins maintenant qui étaient rentrés la dernière fois, on avait vu comment elle lavait les choses à 2, on dit mais on l'avait vu, elle était en train de laver les trucs, elle nous a dit qu'elle est en train de laver les cacas de l'enfant, mais on avait vu, c'était la couleur ne ressemblait pas à la couleur des cacas, vous voyez un peu. Donc c'est comme ça maintenant que la police est venue arrêter la jeune fille. La jeune fille est au commissariat comme ça, c'est là où elle a avoué, elle a dit que oui c'était elle, parce que sa mère tout le temps, sa mère l'énervait, sa mère lui parlait les trucs, sa mère passait le temps à l'insulter, que pourquoi elle n'est pas mariée, machin comme ça, tout. Avec un enfant hors mariage. Donc à cause de ça, maman, à cause de ça que ta mère dit que tu n'es pas marié, un enfant hors mariage, tu dis ta mère, tu la ripes. Hey, non. Il dit, les gens ont le cœur ici dehors. Les amis, c'est chaud. Donc on ne sait même plus à qui faire confiance. Donc ton propre enfant même, que tu élèves là, ton propre enfant vient te dire, le dehors est gâté.
le dehors est mauvais. Donc, on prie seulement Dieu maintenant. On prie seulement Dieu pour dire que, bon, voilà, je suis avec telle personne. Puis vu que c'est la prière seulement maintenant. Les amis, dites dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à ça. N'hésitez pas aussi à abonner-vous, liker pour plus de vidéos. Tu tues ta mère, tu tues ton père, tu tues ton fils, tu empoisonnes. Et c'est normal. Vous avez vu ça. C'est l'une des meilleures choses que les Camerounais ont appris de certains Occidentaux. Certains, parce que tous les Occidentaux ne sont pas comme ça. Le mal, la détestation du noir. Parce que ce n'est pas seulement en Afrique qu'on tue. On tue aussi chez les Blancs. Des gens qui n'ont pas la culture, il y a des gens qui sont nés mesquins, criminels. On tue partout. L'humain ne représente plus rien. C'est-à-dire qu'on voit des gens dans un bateau, on pose une bombe à la pomme. Ce n'est pas une erreur. On reprend des pommes parce qu'ils vendent, nous dit-on, des produits. Pourquoi ne pas les arrêter? Pourquoi avoir cet esprit-là? Alors quand vous entendez parler d'Hitler, en Afrique, il a fait des petits-enfants. Vous voyez donc ce que vous venez d'écouter là. Des Camerounais normalement constitués. On te dit, ce monsieur est un professionnel du sida. Les professionnels. D'autres, on leur pose même des questions. Est-ce qu'ils sont même au courant des accords et tout ça? Ils disent tout et leur contraire. Ils envoient des gens aller injecter des produits avec un effet placebo. C'est-à-dire, l'explication médicale, vous connaissez. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui vous prouve, comme disait d'ailleurs ces intervenants, que ce que vous consommez là, est même un produit normal, bon ou mauvais. Vous ne savez pas, vous n'en savez rien. Et nous sommes dans un pays. Ça rejoint le récit que vous avez donc écouté au début. Il faut vous maintenir dans cet état-là. Il faut vous maintenir là-dedans. C'est-à-dire, vous avez des meilleurs joueurs chez vous au Cameroun. Mais vous allez chercher un entraîneur ailleurs. Et quand il arrive même, on crée des bagarres à l'intérieur. Pendant ce temps, les étrangers viennent, ils ont des parts dans des compagnies. Pendant que vous discutez, ça ne gère pas, ça ne dérange pas leurs intérêts. Ils n'ont rien à voir. Bagarrer pour l'Africa Foot, bagarrer pour le volley, bagarrer pour le hand, bagarrer pour l'athlétisme, bagarrer tout ce qui vous croyez être important. Ils prennent le pétrole, ils prennent le gaz, ils ont les parts, plus que vos sociétés. Vous payez, vous ne consommez pas, vous devez payer. Voilà donc ça. On vient faire des essais. C'est-à-dire que nos compatriotes sont des cobayes. Oui, monsieur. Nous sommes des cobayes. J'ai voulu échanger avec vous pour attirer votre attention, pour vous dire voilà à quoi est-ce qu'on nous a réduit. Voilà à quoi est-ce qu'on a réduit. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. On prend des mandats, on est des élus, on est des sénateurs, on est des gouverneurs, on est des préfets, on est des présidents, on est des ministres, pour ce que vous venez de voir là. Il n'y a pas autre chose. Les gens ne pensent pas, les gens ne réfléchissent pas, et toute personne qui tente de réfléchir et de raisonner, tu sais ce qu'il t'attend. Ou tu es en prison, tu es ou bien tu vas en exil. La personne qui a fait, cette dame qui parle à l'introduction là, a décrit ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Il n'y a rien là que vous ne comprenez pas. Vous regardez ce qu'on nous anime aujourd'hui avec Chouchou. Il y a eu des morts. Des enfants sont morts. D'autres sont en prison. Non, ça n'a pas... Non. D'autres se font de l'argent étant dans la diaspora. Oui, vous allez les trouver, ils vont être des bons samaritains. Mais ils ont beaucoup emmagasinés. Ils ont envoyé les enfants dans la rue avec la complicité des membres du gouvernement. Je vous avais dit ici que les gens qui sont au gouvernement là, ils ne sont pas là pour vous, encore moins pour nous. Non. C'est une organisation bien huilée que chacun a son rôle. Le président de l'Africa Foot a un rôle à jouer. Momo a un rôle à jouer. Ce sont des acteurs. Quand vous entendez le président de l'Africa Foot sortir, il raconte ce qu'il est en train de raconter. Pap, après ça, vous allez entendre, si ce n'est pas lui, vous allez entendre moi le combi sortir. Si ce n'est pas moi le combi qui va sortir, attendez-vous dans les jours qui suivent à voir Célestine Ketcha. Elle va raconter quelque chose automatiquement. C'est-à-dire, chaque mois, chaque 2 semaines, l'un d'eux doit entretenir la communication pour distraire des personnes. Pendant 2 semaines, les réseaux sociaux vont en parler. Après 2 semaines, dès que la deuxième semaine va vers la fin, c'est Paul Atamandji qui va sortir. Quand Paul Atamandji sort, il va entretenir avec ses sorties, que vous connaissez.
Il racontait sa vie. Avant la fin de ces 2 semaines de mandat, de communication, waya, Momo va sortir. Mon ami Momo sort, paf, avec quelque chose où il est en train de manger quelque part, le ventre dehors, il est assis, il dit une connerie quelque part qui va faire rire. Ça vous prend 2 semaines. Si ce n'est pas ça, c'est le président lui-même qui va disparaître aussi à la fin de mars. Pas 2 mois. On cherche, on communique. Où est-il passé? Où est le président? Il est monté, il est descendu. Que s'est-il passé? Pendant ce temps, certains de nos mecs compatriotes prennent aussi dans la diaspora. Les manifestations devant les hôtels. On manifeste, on bavade, on crie. La police, non. Le jour il rentre. Pap, on reprend encore là. 2 mois. La communication, l'absence et le retour du président, ça prend 5 mois de communication. On va en parler, les plateaux de télé, les analystes waya, les raisonnements. Chacun va te faire la thèse, le silence du président. C'est une thèse de doctorat, tu réussis la thèse. Non, le RDPC a fait que la thèse, tu réussis. On n'a pas fini. Avant que ça ne finisse, pendant que les 5 mois sont en train de faire le cours, on négocie, on trouve donc maintenant des petites virgules. Pap, tu entends qu'on a tué l'enfant du président de Camwater. Le bébé de Camwater est mort. Qui a tué les femmes de ménage ici? Lui-même n'était pas là, sa femme n'était pas là, tel était là, tel était monté, tel était descendu. Où sont-ils? Tel et tout ça. Pap, 2 mois. Ça ne fait que continuer. On n'a pas fini avant l'enfant du directeur général de Camwater. On tombe tout de suite là. Notre bébé Matisse a été égorgé. Quelqu'un l'a poignardé. Pendant qu'on a tout de suivre, l'enfant, le problème du bébé Matisse, on tombe sur la fille de l'assassin qui est artiste. On va attaquer. 8 mois. L'année est en train de finir. On n'a pas encore fini. Bébé Matisse, tu en prends qu'on a enlevé un prophète. Le prophète a été enlevé, le prophète est porté disparu 2-3 jours. Après, on va balancer la vidéo du prophète en train de pleurer, pendu comme une chèvre qu'on va boucaner. 2 mois. Communication. On n'a pas fini avec le prophète. Dès que le prophète va, la communication commence à s'essouffler. Tu entends que non, il y a eu quelqu'un qui a au bas là. Beigné caca. Paf. 2 mois. Ça disparaît. Pendant qu'on pense que c'est fini comme ça, on va passer à autre chose. Maintenant, on commence à se poser des vrais problèmes. Et il y a les enseignants qui sont en train de revendiquer leur salaire. Ils ne sont pas payés. Les retraités ne sont pas payés. Pendant qu'on veut rentrer dans les vrais sujets, tu entends que non. Il y a une fille qui a fait, pipi dans le coq. Au pipi. La torte s'embrase. 2 mois. Et ça a toujours été comme ça. Après ça, tu entends que le mandat est fini à moins 6 mois, à moins 2 mois, à moins 1 mois. Tu entends qu'il y a un nouveau candidat qui veut challenger Paul Biya. Et c'est elle. Voilà comment on a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que je viens de vous dire là, ça a pris 1 an. Ça a pris 2 ans. Ça a pris 3 ans. Ça a pris 7 ans. Rien n'a été résolu. Les Camerounaises et les Camerounais n'ont pas l'eau, n'ont pas d'électricité, sont adressés dans des hôpitaux, sont empoisonnés, ils n'ont pas d'emploi, le terrorisme bat son plein, les kidnappings, sont devenus légion dans notre pays, le Cameroun. Ça a duré comme ça 7 ans. On recommence et c'est reparti. Oui, monsieur. Voilà le résultat que nous avons donc chez nous. Ça décrit ce que cette dame disait au début de cette publication, au début de cette capsule, qui a été décrit par Jean-Bruno Tani, par Charles Atebe-Yene, par Valère Bessala, par beaucoup d'entre vous. Vous décrivez ça tous les jours. Mais rien ne change. Rien. Absolument nothing. Oui, monsieur. Pendant que nous sommes... Je vous ai fait comme ça la synthèse. Hein. Je vous ai fait la synthèse parce que je ne vous ai pas parlé de Martinez Sozogo. Non. C'est une synthèse. Je ne vous ai pas parlé de Martinez Sozogo. Je ne vous ai pas parlé de Bébé Ngoda. Ça, ce sont les assassinés. Je ne vous ai pas parlé de Jean-Marie Benoît Mbala. Non. Je ne vous ai pas parlé de Maman Juliette Edouard. Non. Je ne vous ai pas parlé de la secrétaire de Marafat Amidou Yaya dépêchée dans sa chambre. Non. Je pense que ça s'appelait ou c'est Christiane ou Christine, quelque chose comme ça. Non, je ne vous ai pas parlé de cela. Je ne vous ai pas parlé des emprisonnés. Je ne vous ai pas parlé de
ceux qui sont jetés en prison, Maxime Eko. Je ne vous ai pas parlé de Justin Darwin. Tout ça constitue des éléments qui entretiennent l'imposture gouvernementale. Je ne vous ai pas parlé du fait que ces gens-là, vous ne les voyez que dans une église, vous ne les verrez que dans leur village pour aller construire, vous ne les verrez que s'il y a deuil dans leur famille, vous ne les verrez que quand il y a mariage quelque part. En dehors de ça, vous les voyez seulement dans le cortège. Des voitures qui montent et le prochain endroit où vous les verrez, c'est en prison. Après, vous allez commencer à dire, mobilisons-nous, libérez tel, libérez tel, libérez tel. Je ne peux pleurer aucun Camerounais membre du gouvernement, tout du moins 90% d'entre eux. Personne ne peut m'entendre dire ici que libérer tel, des membres du gouvernement que vous voyez là. Jamais ça n'arrivera. Le jour où vous allez comprendre qui sont ces gens, parce que pour le moment, vous n'avez pas encore compris. Quand tu es un influenceur, ou quand tu es lanceur d'alerte, ou quand tu es, je ne sais pas comment on les appelle encore, tu reçois quelques subsistes là pour raconter, tu es convaincu que ça se passe très bien. Mais c'est quand tu es au Cameroun que tu te rends compte que ces gens-là sont dangereux. Et quand ils seront plus capables de payer des gens pour mentir, ils se retrouveront en prison comme ceux qui sont là aujourd'hui qui comprendront. Les hommes d'affaires aussi, hein. Vous avez vu certains qui étaient hommes d'affaires, étaient invincibles. Yves et Michel Fosso, c'était invincible à l'époque. Mais aujourd'hui, ils vivent comme des rats. Comme des oiseaux errants. Comme les mauvais esprits. Ils sont partout, créent des problèmes partout, ils montent, ils descendent. Ils sont nombreux comme ça. Bokolomban, vous le connaissez? C'était celui qui portait la mallette d'argent de Martin Bellinger Boutou. À l'époque de Bokolomban. Il roulait avec l'escorte. Aujourd'hui, il est comme un fugitif. À l'époque, il se moquait de nous. Nous qui sommes dans la diaspora là depuis belle lurette. Quand ils sont au Cameroun, la baisse, vous pouvez toujours parler, raconter vos vies. Aujourd'hui, Bokolomban est quelque part. Là-bas. À Tanganakuna est quelque part. Yves Michel Fosso est quelque part. Oui, monsieur, même il y a un premier ministre aussi quelque part. Ils étaient tous là-bas dans le gouvernement. Je me plais souvent à regarder la dernière photo de Tanganakuna avec le président de la République en train de marcher. J'ai vu la dernière photo de Tanganakuna avec Martin Bellinger Boutou. Un gars qui était toujours l'un des ministres qui se mettait très bien. C'était un sapeur de haut vol. Propre. À ce moment-là, il ne comprenait pas que quand vous êtes là-bas, pensez le Cameroun. Pensez le quotidien des Camerounaises et des Camerounais. Parce que demain, vous risquez de vous retrouver dans le pays de Si Je Savais. À Tanganakuna aujourd'hui, dans le pays de Si Je Savais. Et non seulement dans le pays de Si Je Savais, il a payé un lourd tribut. Il y a l'un de ses fils, un jeune intellectuel, beau garçon, comme ça, paf, a mis au chaos. Pendant ce temps, le père est hors du Cameroun. Voilà donc ce qu'on appelle la République. Voilà à quoi on nous a réduit. Nous entretuer, nous neutraliser, détruire pendant que les autres viennent s'empiffrer. Exactement ce que vous avez vu là. On tue les Camerounais, le bétail camerounais. On empoisonne avec tout et n'importe quoi. Yes. Pendant ce temps, les Chinois, les Libanais s'empiffrent. Ils viennent prendre et s'en vont. Nous, on est là, on se bat pour l'intérêt des autres. On ne se bat pas pour nous-mêmes. Quand tu essayes un peu d'éclairer, on te tue. C'est ce qu'il nous reste à faire. Alors, mes chers compatriotes, j'ai voulu échanger avec vous pour attirer votre attention sur ce qui se passe et ce qui s'est passé. Il est temps de prendre conscience. Nous ne pouvons pas gagner dans ce pays-là s'il n'y a pas une réelle révolution. Et elle aura lieu. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Ce n'est pas l'embrouille. Sortez, allez casser, brûler, machin, truc. Ou alors on vous paye le carburant pour ne pas manifester votre mécontentement. Prenez si on vous donne de l'argent. Prenez si on vous paye. On vous donne à manger, prenez. Mais il va falloir que la révolution se fasse pour que nous ne soyons pas dépendants des dons. Parce qu'on gère les problèmes du Cameroun par des dons
des autorités, le moment arrivera. Donc c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous. Que personne ne se décourage. La balle est dans notre camp. Le diable a la montre, mais Dieu a le temps. Ayez la réflexion. Dieu nous a tout donné. Il n'est pas ailleurs, il est en moi, il est en toi, il est en nous. Alors travaillons pour que ce Dieu-là se manifeste. Qu'il ne se manifeste, que le mal ne se manifeste pas en vous, comme vous avez vu dans cette publication. Dominez le bien qui est en vous. Dieu vit dans le bien, dans la bonté. Dieu ne vit pas dans le mal et la méchanceté que vous avez vu là. Empoisonner les Camerounaises et les Camerounais. Injecter des maladies à gauche et à droite. Aujourd'hui, la solidarité, il n'y a plus. Il n'y a plus de solidarité. Il n'y a plus d'humanisme. Pour vivre, il faut tuer ton frère. Pour vivre, il faut dénoncer son frère. Voilà, c'est ce que vous voyez là. Et c'est à tous les niveaux au Cameroun. Socialement, politiquement, partout où on en trouve cette méchanceté. Il faut donc qu'elle s'arrête. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, ensemble nous redonnerons à notre pays cette lettre de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. À Bafoussam, les autorités ont décidé de distribuer de l'argent à des mototaximens. On parle de 5 000 francs par tête. Vous avez certainement vu la vidéo circuler hier. Alors, l'autre jour, en discutant avec des amis, il y a un point qui m'a frappé. Un point simple, mais violent. La perte de la valeur de la vie au Cameroun. Comment fabriquer l'insensibilité à la vie? Il existe des pays dans le monde où un seul mort suffit à arrêter une ville. Dans un accident, si une personne meurt, on revoit toute la route, on baisse la vitesse, on met des radars et on change les règles. Puis il existe des pays où les morts deviennent un bruit de fond, un truc qu'on entend, qu'on voit et puis qu'on oublie. Pas parce que les gens sont mauvais ou encore parce qu'ils sont nés sans cœur, mais tout simplement parce qu'ils ont appris à vivre avec l'invivable. Et c'est exactement ce qui arrive actuellement au Cameroun. Le thermomètre moral de la nation affiche presque le zéro absolu. Comme Staline le disait, une mort, c'est une tragédie, 1 million de morts, c'est une statistique. Alors, on va remettre les choses dans le contexte pour que vous compreniez bien. Alors, après les élections qu'il y a eu en octobre dernier au Cameroun, il y a eu des manifestations, des gens sont sortis pour contester les résultats et pour revendiquer ce qui est un droit normal, légal, mais la réponse a été la répression violente et sale. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, des arrestations sommaires, et même si plusieurs débattent aujourd'hui sur les chiffres, il y a eu des morts, une chose sur laquelle on ne peut pas débattre. Les Camerounais ont été abattus, des familles ont été détruites, des vies ont été stoppées. Ensuite, il y a un président qui s'est proclamé élu. Il a décidé donc de décréter une journée de deuil national, pour ceux qui sont tombés, très bien entendu. Alors, logiquement, ce jour-là, on devrait être dans le recueillement, dans la retenue, dans le respect, mais le même jour, on sort dans la rue pour distribuer des billets de banque à ceux qui n'ont pas manifesté, comme une récompense. Alors, la vraie question, ce n'est pas seulement pourquoi est-ce que l'État fait ça. Ça, on le sait tous. La vraie question, c'est comment en est-on arrivé à un peuple qui accepte ça? Comment quelqu'un peut enterrer des compatriotes le matin et tendre la main le soir pour une enveloppe? Alors, je ne juge pas ici, j'essaie d'analyser. Parce que si on veut guérir, il faut comprendre la maladie. Vous savez, en médecine, la capacité des soignants à mettre de la distance émotionnelle face à la souffrance est nommée le souci de détacher. En anglais, on parle de detached concern. Le chirurgien ou l'urgentiste, à la première mort, il est déstabilisé. Et après la 5e mort, il commence à s'adapter. Et au 50e décès, ça devient normal. Au Cameroun, on a grandi avec des gens qui meurent sur les routes comme c'était normal. Parfois, les corps ne sont pas totalement débarrassés. Il y a du sang partout. Le citoyen est exposé quotidiennement à l'horreur. Des familles entières qui disparaissent dans des glissements de terrain. Des morts dans des inondations ordinaires, des braquages, des égorgements, des lynchages et encore, très récemment ces dernières années, le phénomène d'enlèvement. Et on sait tous souvent comment ça finit, d'une manière très atroce. Et ça devient même très souvent le buzz sur les réseaux sociaux. Et à force d'être exposé au sang, ton âme se protège. Au début, une mort te révolte. Après, elle te fatigue. Ensuite, elle te laisse froid.
Ce n'est pas que tu es devenu un monstre, c'est que tu t'es anesthésié pour survivre. Ensuite, il y a l'impunité. Quand une société voit que des morts n'obtiennent jamais justice, elle apprend une leçon terrible. La vie ne compte pas. À cela s'ajoute également la misère, parce que quand tu as faim, quand tu dois nourrir ta famille, 5 000 francs peuvent devenir énormes. La pauvreté ne te rend pas mauvais, elle te rend fragile, elle te rend achetable. La peur aussi, ça compte. Beaucoup ne sont pas restés à la maison parce qu'ils approuvent les résultats. Ils sont restés parce qu'ils ont vu ce que ça coûte de sortir. Ils ont vu des gens tabassés, enfermés, humiliés. Alors, ils apprennent que si je parle, je vais mourir, ou bien je peux mourir. Si je sors, je peux disparaître. Ils se replient et se taisent. Et quand tu te tais trop longtemps, tu finis par considérer la mort des autres comme le risque à éviter et non comme une injustice à combattre. Puis, il y a le cynisme. Quand on t'a menti 20, 30, 40, 50 ans, tu ne crois plus à rien. Tu ne crois plus au changement. Tu ne crois plus à la justice. Tu ne crois même plus aux larmes. Tu regardes le gramme comme un spectacle. C'est pour ça que c'est maintenant devenu des buzz. Et pour terminer, il y a la rupture du nous. Avant, en Afrique, au Cameroun en particulier, la mort, c'était un deuil collectif. Aujourd'hui, on est fragmenté par la politique, par les régions, les ethnies, les clans, les intérêts. On calcule même avant de pleurer. Il est de quel camp? Si ce n'est pas de mon côté, je m'en fous. Et quand une société perd le réflexe de pleurer ensemble, elle perd le réflexe de se protéger ensemble. Voilà comment on arrive à fabriquer l'insensibilité. Alors il ne s'agit pas ici de combattre une autorité, mais il s'agit de combattre notre propre anesthésie. Parce qu'un peuple qui ne ressent plus la mort des siens est un peuple qui commence à mourir intérieurement. Et le jour où chaque Camerounais commencera à sentir la mort d'un autre Camerounais comme une douleur personnelle, ce jour-là, aucun billet, aucune enveloppe, aucun discours n'aura le pouvoir d'acheter sa conscience.